ce qu'on va faire un petit peu ensemble pour rappeler les choses, c'est ce que sont les satellites de glace par rapport au reste du système solaire. Et pour ça, j'aime bien faire une brève introduction, enfin pas si brève que ça en fait, en rappelant les abondances de l'eau dans le système solaire et les différents états de l'eau dans le système solaire. Certaines choses paraissent évidentes et d'autres le sont un petit peu moins. Après, on se focalisera vraiment sur les satellites de glace de Jupiter et Saturne, les petits comme les gros, et on aura une grosse partie dédiée surtout aux gros satellites, parce que en fait, c'est chez les gros satellites qu'on va trouver des océans sous les couches de glace, et c'est là-dessus qu'on va passer un petit peu de temps, puisqu'on est quand même ici pour parler d'habitabilité et d'exobiologie. Et dans une dernière partie, je ne peux pas m'empêcher, vu mes activités actuelles, de parler un petit peu des missions futures et de ce que vous verrez dans les 10 à 15 ans qui viennent, si tout se passe pour le mieux au niveau de la planétologie. Alors, juste pour rappeler quoi ici, vous le savez, nous on vit ici, on est dans ce qu'on appelle le système interne, mais au-delà du système interne et pas du tout à l'échelle, il existe un système externe beaucoup plus vaste et surtout beaucoup plus froid. C'est dans ce monde-là qu'on va évoluer principalement au cours de ce début de matinée, pour une raison assez simple qu'on va redétailler un petit peu plus tard, c'est que c'est dans ce monde-là qu'il y a en fait énormément d'eau. Et si vous voulez explorer des mondes habitables, il faut, vous l'avez sans doute vu avec Franck Celsis aussi, chercher des mondes dans lesquels d'abord et avant tout il y a de l'eau. Et une fois que vous avez l'eau, un des problèmes que vous aurez, c'est de la trouver sous forme liquide. Ce qui fait que pendant très longtemps, on s'est dit, bon, le monde habitable, et on va y revenir un petit peu après, il se situe ici. À un moment donné, il a peut-être pu se passer vers Mars, parce qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, et on avait toujours cette logique que l'habitabilité d'un monde est associée à l'existence de l'eau liquide en surface. Ce sur quoi on va se focaliser dans ce cours, c'est sur le fait que dans ces environnements très froids du système externe, il y a aussi cette possibilité d'existence d'eau liquide, dans la mesure où on met de côté la notion d'eau liquide en surface, c'est qu'on accepte l'idée que l'eau liquide en profondeur est aussi possible, et aussi dans la mesure où on se met dans l'idée que ce n'est pas parce qu'elle est en profondeur que l'habitabilité n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on va surtout se concentrer là-dedans et voir l'intérêt des lunes en fait, de ces planètes géantes, des grands satellites de ces planètes géantes, parce que dans ce monde extrêmement froid en surface, en fait, en profondeur, il y a très clairement un potentiel assez intéressant d'habitabilité. Alors, diagramme de phase, je l'ai dit, j'adore ça, c'est mon... Il y a bien longtemps, tout petit déjà, j'adorais la thermodynamique et à un moment donné, la planétologie, quand on est dans le problème de l'eau, on doit se ramener nécessairement à la connaissance fondamentale de ce qu'est l'eau du point de vue diagramme de phase. L'eau est géniale parce qu'elle présente cette particularité extraordinaire, et j'y reviendrai au cours de ce cours. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est une droite rouge qui monte, ou quasiment droite, mais ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle monte vers la gauche, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle une pente de Clapeyron négative. La pression augmente quand la température diminue le long de la courbe de fusion. Il n'existe que deux corps qui font ça, l'eau et le mercure. Tous les autres corps que vous connaissez dans, le tableau dans les éléments standards ont des températures de fusion qui augmentent avec la pression. Ça, c'est la chose normale. La chose extraordinaire que fait l'eau, et ça c'est à cause de la liaison hydrogène, c'est qu'elle a cette capacité d'avoir une température de fusion qui diminue quand la température augmente. Nous y reviendrons, mais c'est ce qui rend l'eau si unique et c'est ce qui nous permet d'explorer l'habitabilité des lunes de Jupiter et Saturne. Bon, ici, la chose sur laquelle je veux insister d'abord, et on reviendra sur ce diagramme plusieurs fois, c'est l'originalité de la Terre. Vous le savez, la Terre est unique pour plein de raisons. Mais une de ces raisons, qui est à la base de tout selon moi, c'est que vous n'êtes jamais choqué si on vous dit que l'eau sur Terre est parfois sous forme gazeuse, parfois sous forme liquide et parfois sous forme solide. En ce moment, c'est assez solide d'ailleurs, en surface. Ça ne vous choque pas, mais moi je vous mets au défi de trouver un seul autre endroit dans le système solaire où vous trouverez les trois états de l'eau. Il n'y a aucun autre endroit à ma connaissance dans le système solaire où à la surface, vous allez récupérer de l'eau à la fois sous forme gazeuse, liquide ou solide. Alors attention, le gaz, il n'y en a pas tant que ça, il faut le chercher principalement dans les éruptions volcaniques, mais voilà, c'est là qu'il y en a un sacré paquet. Quand l'eau s'échappe des éruptions volcaniques, elle est sous forme gazeuse évidemment, et parfois on en dégage un sacré paquet comme ça. Sous forme liquide, évidemment, il y a énormément d'exemples à la surface de la Terre où vous connaissez bien l'eau liquide, et sous forme solide, ça dépend des endroits, mais bon, c'est aussi quelque chose qui nous est commun. Encore une fois, je mets ce transparent juste pour rappeler que ce que vous connaissez bien sur Terre n'existe véritablement que sur Terre, nulle part ailleurs.
Pourquoi nulle part ailleurs? Tout simplement pour cette notion très, très classique qui est que la température de fusion, la température à la surface d'une planète ou d'un satellite va décroître en raison inverse de la racine de la distance. Il y a des astrophysiciens dans la salle, vous connaissez bien ça. La luminosité solaire, elle est en watts. C'est une luminosité, elle est de 3,86 10 puissance 26 watts, un truc du genre, si je me rappelle. Cette luminosité en watts va en fait être perçue au niveau d'une planète comme un flux. C'est la luminosité totale en watts divisée par la surface de la sphère qui se trouve à une distance d quelconque, ici en unité astronomique. Luminosité sur 4πd2, d'accord? Or, donc la luminosité, enfin le flux solaire décroît en 1 sur d au carré. Mais le flux solaire aussi, c'est dans notre physique standard, tout à fait juste dans le cas présent, le flux c'est aussi exprimé par la loi de Stéphane, c'est-à-dire que c'est proportionnel à la température du Soleil, à la température à la puissance 4. C'est-à-dire qu'en fait, il existe une loi qui dit que la luminosité, c'est la surface du Soleil multipliée par une constante de Stéphane, sigma, que multiplie la température à la puissance 4. Donc finalement, on a un rapport T puissance 4 sur D2 qui existe et qui fait que quand je remets ça en forme, ça veut dire que la température, c'est la puissance 1 quart de 1 sur D2. Autrement dit, c'est du 1 sur racine de D. Et cette courbe ici en rouge que vous voyez, qui est parfaitement juste et vérifiée à peu près partout dans le système solaire, correspond à la décroissance de la température en 1 sur racine de D au fur et à mesure que vous vous éloignez du Soleil. Alors ça veut dire évidemment qu'il fait très très chaud au niveau de Mercure, ça veut dire qu'il fait extrêmement froid au niveau de Neptune, on est en degrés Kelvin comme vous le voyez sur l'axe des ordonnées. Ça veut aussi dire que le domaine sur lequel je vais pouvoir trouver de l'eau liquide, a priori en tout cas en surface, est extraordinairement petit. Si je remets ça en distance, évidemment la Terre est à une unité astronomique, 150 millions de kilomètres. Si je remets ça en distance, la distance autour de laquelle, enfin dans le système solaire où je vais pouvoir trouver de l'eau liquide, c'est un tout petit peu avant la Terre et un tout petit peu après Mars. D'accord? Ou avant Mars, plus exactement. Autrement dit, ramener sur une sphère, c'est un volume extraordinairement ténu sur lequel cette eau va pouvoir être liquide en surface. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cette température que vous voyez en rouge n'est pas exactement la température que vous avez à la surface des planètes. Parce qu'au niveau des planètes elles-mêmes, il y a cet effet assez extraordinaire qu'on appelle l'effet de serre, que certains connaissent bien. Pour certaines atmosphères, il est bien évident que la température réelle à la surface du corps n'est pas exactement la température de cette courbe rouge, à cause de l'effet de serre. C'est en particulier complètement faux pour Vénus, une des raisons pour laquelle Vénus n'est pas mis là. En plus, il serait un peu confondu avec la Terre, mais Vénus a bien entendu une température de surface beaucoup plus élevée que celle associée à cette courbe rouge à cause de cet effet de serre. Ceci étant, voilà, la tendance est là. On retient, au cas où vous ne le saviez pas encore, que bien entendu, juste avant la Terre et jusqu'au Soleil, il fait beaucoup trop chaud pour avoir de l'eau liquide, on l'oublie. Et globalement, en fait, on n'aura pas d'eau, c'est surtout ça qu'on va voir maintenant. Et puis à partir de là, au-delà de la snowline qu'on appelle, vous avez finalement sur la très grande majorité du système solaire, l'eau ne peut exister que sous forme glacée, c'est clair, en tout cas en surface. Alors, juste pour rappeler les gammes quand même sur lesquelles on travaille, nos moins 6 degrés de cette nuit, là, c'est petits joueurs par rapport à ce sur quoi on va travailler à partir de maintenant dans la suite de ce cours. Quand on ira sur Jupiter, on est aux alentours de, vous voyez ici, environ 150 Kelvin. On est à moins 120 degrés Celsius. Quand vous arrivez au niveau de Saturne, vous êtes à peu près à moins 180 degrés Celsius, entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius, dépend des endroits, mais en moyenne moins 180. Et puis si on allait voir Uranus et Neptune, alors là, on est en dessous de 100 Kelvin. En fait, on est en dessous de moins 200 degrés Celsius. D'accord ? Donc il est bien entendu qu'au niveau de l'habitabilité des zones externes de ce genre de système, on est mal barré. Il va falloir aller voir en profondeur. Alors vous l'avez vu ce diagramme parce que je suis à peu près sûr que Franck Celsis vous en a parlé. Si ce n'est pas possible, il y avait un cours sur l'habitabilité, donc vous avez nécessairement vu ça, qui ne fait que redire exactement ce que je viens de vous dire. La température évolue en 1 sur racine de D et la zone sur laquelle l'habitabilité est possible, c'est-à-dire où vous avez de l'eau liquide en surface, va naturellement évoluer en fonction de la luminosité d'une étoile, puisqu'ici on a des étoiles extrêmement lumineuses, ici des étoiles très froides et peu lumineuses, ici c'est le cas de notre Soleil en plein milieu. Et voilà, ça c'est la définition que je vais appeler standard de l'habitabilité, celle sur laquelle je m'oppose catégoriquement et sur laquelle nous allons
revenir dans la deuxième partie de ce cours pour démontrer qu'en fait, il y a des zones ici qui sont parfaitement habitables en fonction des critères que l'on donne, bien entendu. Tant qu'on s'arrête à l'idée que l'habitabilité est associée à l'eau liquide en surface, vous êtes contraint à étudier l'habitabilité des autres systèmes stellaires au niveau de cette zone bleutée par rapport aux différents types d'étoiles que vous regardez. Juste un petit rappel, la Terre, vous la connaissez bien, vous n'avez peut-être pas en tête ce qu'est le pourcentage d'eau sur Terre. Quand on voit une photo de la Terre truquée, c'est-à-dire sans nuages, on a cette impression, et on le sait, que la Terre est couverte à 4/5 d'océan, certes. Pour autant, si je le ramène en poids de la planète Terre versus poids de la quantité d'eau totale qu'il y a sur Terre, c'est 0,01%. Moi, je dis toujours que la Terre n'a pas d'eau. Et tout comme l'ensemble des planètes telluriques, la quantité d'eau disponible est complètement négligeable. Par rapport à ce qu'on va voir par la suite, les autres corps dont on va parler, c'est 50% en masse d'eau. Sur à peu près toutes les lunes de Jupiter et Saturne et d'Uranus et Neptune, la quantité d'eau disponible, c'est 50% de la masse totale, un peu similaire à ce que vous avez sur les comètes, etc. Certes, nous, on a cette chance que l'eau, il y a un cycle de l'eau, on en voit partout, etc. Mais en dessous de 4000 mètres de profondeur, il y a encore 6400 km de cailloux et de fer. Et la quantité d'eau réellement disponible sur Terre est extrêmement ténue. Il ne faut jamais l'oublier, c'est une pellicule extrêmement fine, c'est celle qui nous fait vivre, mais elle est particulièrement fragile. Je mets ici Vénus et Mercure, carrément extrêmement pire. Là, du coup, si vous cherchez l'eau, on n'est plus à 0,01%. Il faut chercher les petits pouillèmes d'eau qu'il pourrait y avoir, un petit peu comme sur la Lune. On s'extasie comme des fous quand on découvre quelques paillettes d'eau sur la Lune, et c'est juste. Mais ceci étant, vous le savez, évidemment, la rareté de l'élément eau dans le système interne est particulièrement drastique. Mars a connu ça. Vous avez tous vu des photos, vous avez peut-être eu des cours, je suis persuadé que M. Aviso va vous en reparler. Mars a eu cette période où il y a eu de l'eau liquide. C'est surtout pas à moi de vous en parler. Il y a même des gens qui n'ont pas hésité à dire qu'il y a une période de son histoire, il y a peut-être eu un océan. C'est maintenant plutôt tombé en désuétude, mais il y a eu quelques années, on essayait de voir une ligne de rivage avec l'hémisphère nord de Mars. C'est juste pour introduire cette notion, sur laquelle on reviendra aussi un petit peu après, que la notion d'habitabilité, la notion d'eau liquide est une chose, il faut en avoir, mais il ne faut pas oublier que le facteur temps est capital. Ce n'est pas le tout d'avoir des éléments, ce n'est pas le tout d'avoir l'eau liquide, je veux dire des éléments complexes pour faire de la chimie complexe, ce n'est pas le tout d'avoir des liquides et ce n'est pas le tout d'avoir de l'énergie, il faut aussi l'avoir pendant longtemps. Mars a eu cette capacité à un moment donné, ne l'a plus aujourd'hui. Une question qu'on va se poser, pour la Terre pas encore, mais qu'on va se poser pour les satellites de glace, c'est qu'on va trouver de l'eau liquide, on y arrive, mais une fois qu'on a cette eau liquide, est-ce qu'on peut être persuadé qu'elle a été là pendant longtemps et qu'elle va encore être là pendant longtemps? C'est une des questions qu'on doit nécessairement se poser si on doit se demander si ces lunes sont ou non habitables. D'accord ? Le facteur temporel est parfois oublié, il ne faut jamais l'oublier, l'habitabilité d'un monde dépend aussi du temps que vous avez disponible pour le rendre habitable. Alors, les voilà enfin, les satellites de glace, voilà un petit peu de quoi on va parler. On a quitté ce monde des planètes telluriques à gauche de ce diagramme, ce monde du système interne, et on va aller sur le monde beaucoup plus vaste du système externe. On ne va pas regarder les planètes géantes, c'est complètement hors sujet. Vous connaissez tous un petit peu les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Elles sont légèrement différentes, ça c'est des vraies géantes, c'est-à-dire elles font à peu près 10 fois le rayon de la Terre, et puis c'est un monde qui n'a rien à voir avec les planètes telluriques dans la mesure où il n'y a pas de surface solide, il n'y a rien. Vous allez de l'ultra-vide jusqu'à l'ultra-dense au niveau du noyau, sans jamais rencontrer de surface solide. C'est des boules de gaz qui deviennent fluides, et un fluide ultra-dense, métallique, d'accord, façon hydrogène-hélium. Mais ça n'a rien à voir, aucune physique en commun avec les planètes telluriques. Uranus et Neptune, c'est un petit peu différent. Uranus et Neptune, c'est ce qu'on appelle des planètes intermédiaires, dans la mesure où vous avez une quantité non négligeable d'atmosphère hydrogène-hélium, c'est-à-dire assez primordiale, mais sous cette atmosphère hydrogène-hélium, vous allez retrouver une surface solide, vous allez retrouver une planète type super-Terre, si vous voulez, avec sans doute des silicates, des glaces, etc. Il n'y a pas de problème avec ça, mais bon, le problème, c'est que le seul problème qu'on a avec ces lunes, avec ces planètes, c'est qu'on n'y connaît à peu près rien. L'exploration spatiale a eu beaucoup de mal à aller jusque-là, on a des images, c'est sûr, mais pas grand-chose. On sait juste qu'elles sont intermédiaires entre les géantes, d'une part, et les telluriques, d'autre part. Mais on n'en parlera pas. Nous, on va se focaliser donc non pas sur les planètes, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec nos planètes à nous, mais sur les grosses lunes. Alors, on va retenir les noms, pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. On va parler de Callisto, d'accord, le plus vieux, tout noir, là, on y reviendra. Tout cratérisé. On va parler de Callisto d'une part, on va parler de Ganymède d'autre part. Je situe les échelles, Ganymède est plus gros que Mercure.
C'est une lune de Jupiter, soit, mais à quelques kilomètres près. Hein. Pas tellement plus gros, mais à quelques kilomètres près. Si on doit être précis, cette lune, ce satellite, est plus gros que la planète Mercure. C'est bien de ça qu'on parle. Un peu plus petit ici, plutôt de la taille de notre lune à nous, on a Europa, ou Europe, d'accord, et on a Io. Ici, là, c'est ce qu'on appelle les 4 célèbres satellites galiléens, les 4 qui ont été vus par Galilée. Donc, Callisto, Ganymède, Europa, Io. Ces 3-là sont des satellites de glace, donc on va parler de cela. Io n'a absolument pas de glace, on n'en parlera pas. Pour des raisons sur lesquelles on reviendra si vous voulez lors des questions, mais Io n'a pas de glace, ça n'est pas du tout un satellite de glace, il y a trop de chauffage là-dedans, donc résultat, l'eau a dû partir. Titan, même combat. Là, on est autour de Saturne. Le satellite Titan, qui est à quelques kilomètres près aussi gros que Ganymède, en fait, voilà, Mercure est entre les deux. Titan possède une atmosphère, ça vous avez dû déjà en parler, puis on y reviendra s'il faut. Mais au niveau de sa structure interne, c'est exactement la même chose. Premier ordre, que Ganymède et Callisto, c'est un corps qui va être constitué principalement d'un noyau façon Io et puis 5 à 600 ou 700 km de glace au-dessus de ce noyau silicaté. Puis vous avez le cortège de petits satellites, alors on ne va pas tous les regarder en détail, on verra un petit peu, mais pas beaucoup. Dans ce cortège de petits satellites, vous avez en particulier un qui est intéressant, que je suis en train de chercher, il est là, voilà, qui s'appelle Encélade. On regardera Encélade un petit peu en détail parce qu'il a quelques particularités originales dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui sont les fameuses éruptions de geysers en fait, au niveau de son pôle sud. On reviendra là-dessus. Voilà, c'est avec ça qu'on va bosser maintenant. On est dans le système où il y a plein d'eau. Le plein d'eau, Galiléo l'avait montré autour de Jupiter il y a plusieurs années. Cassini le démontre régulièrement autour de Saturne, chaque passage autour d'une lune. Un des exemples très, très clairs de ce genre d'affirmation, c'est que vous avez ici une très très belle photo où vous voyez une des lunes, justement Encélade. Ici, vous avez les anneaux de Saturne en bleu, et puis tout ça, bon, c'est en fausse couleur bien sûr, mais on a un peu les mêmes couleurs. Et vous avez le type de spectre que vous récupérez, spectre dans le domaine infrarouge de 1 à 5 microns, où vous avez en fait des signatures hyperspectrales dans le domaine infrarouge rigoureusement identiques à celle de l'eau pure que vous allez faire, de la glace pure que vous allez faire dans votre laboratoire. Il y a certaines surfaces des lunes de glace qui sont extrêmement pures et pour lesquelles bon, on a sans aucune, on le savait depuis longtemps, hein, mais ce qui parfois surprend, c'est la fraîcheur de cette glace. On est plutôt habitué à ce que la glace soit bien abîmée dans le système. C'est particulièrement hostile l'espace et on est plutôt habitué à avoir de la glace érodée, abîmée, et faire exploser dans tous les sens, en plus polluée par des éléments. Maintenant, il y a certaines zones, en particulier, là ici c'est l'exemple d'Encelade que vous avez ici en photo grossie, il y a certaines zones où la glace est d'une fraîcheur quasi identique à celle que vous faites quand vous faites la synthèse de la glace pure en glace dans votre laboratoire. D'accord ? Donc voilà, tout un tas de preuves en permanence du fait que nous sommes en train d'évoluer dans un monde complètement gelé. Vous avez ici quelques photos pour le fun, bon, on pourrait en voir plein, on pourrait faire un catalogue entier, la quantité de photos obtenues par Cassini sur les petites lunes de Jupiter et Saturne, enfin surtout Saturne pour Cassini, pardon. Toutes ces petites lunes en fait sur lesquelles, bon, à chaque fois qu'on voit ces photos, pensez glace, d'accord ? Il y a une pellicule de cochonnerie au-dessus, les impacts météoritiques, tout ça, mais en dessous c'est toujours de la glace. On est en train de parler de corps gelés, d'accord, de corps de glace, cratérisés, déformés, avec tout un tas de trucs sur lesquels la fameuse montagne équatoriale de Japet, par exemple, tout un tas de choses qui font écrire pas mal de papier parce qu'on ne comprend pas comment ça marche tout ça. Ceci étant, voilà, il existe beaucoup de petites lunes. Je ne vais pas trop en parler pour la raison simple que dans ces petites lunes, je ne crois pas qu'il y ait l'existence de couches liquides en profondeur. On va comprendre pourquoi juste après. Ceci étant, n'oubliez jamais qu'on va surtout parler des grosses lunes, mais que toutes les petites sont bien là aussi et que si vous cherchez de l'eau, il y en a plein aussi là-bas. Et certaines personnes n'hésitent pas à dire que quand vous avez ce type de tectonique et ce type d'activité dans une petite lune, vous ne pouvez pas éradiquer l'idée qu'il n'y a pas des réservoirs d'eau liquide en profondeur. Encélade en est un exemple typique, mais sur ce genre de lune, on ne sait pas en fait s'il n'y aurait pas par endroit des petites poches réservoirs liquides qui permettraient peut-être d'envisager des scénarios assez originaux dans leur évolution. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. J'en ai déjà parlé, on va reparler maintenant sur toutes celles-là. Je les ai bien décrites. Je voudrais juste rappeler en termes de fraction de glace massique ce que j'ai déjà dit. Hein. Terre, on était à 0,01%. Callisto, Titan, Ganymède, Europe, donc celui-là Saturne, ces trois-là Jupiter.
on est entre 35 et 50%. Pourquoi une telle imprécision? On connaît très bien leur masse, on connaît très bien leur rayon, on devrait pouvoir être capable de dire bien plus précisément quelle est la teneur en glace de ces corps, enfin en eau de ces corps. Bon, l'imprécision vient du fait qu'on ne sait pas de façon certaine combien d'eau est piégée dans les silicates. Si vous voulez, un caillou, c'est plus ou moins hydraté. Et il y a de l'eau liée, il y a des minéraux qui sont extrêmement riches en eau. Je ne sais pas s'il y a des géologues dans la salle, mais il y a des minéraux extrêmement riches en eau. Quand je vous dis que la Terre c'est 0,01%, en fait c'est plus ou moins 0,01%. C'est entre 0,01 et 0,02, suivant la quantité d'eau qu'on met dans le manteau. Dans les scénarios les plus optimistes en termes d'eau, on pense qu'il y a à peu près autant de masse d'eau dans le manteau, dans les minéraux hydratés, que vous en avez dans la totalité des océans. Ce qui ne change pas le fait que c'est complètement ridicule au final. Mais il y a cette capacité à emmagasiner de l'eau dans les silicates. Et dans ceux-là qui sont finalement sous la glace, ça va être des silicates de basse pression, qui ont cette capacité à emmagasiner beaucoup d'eau. Il n'est pas du tout évident de connaître finalement dans le détail la teneur en eau totale de ces corps-là, parce que suivant la quantité qu'on va mettre dans les silicates, ça change complètement les densités moyennes, ça change tout un tas de trucs dans nos modèles, qui fait qu'on a finalement une grosse incertitude encore aujourd'hui sur la quantité d'eau totale, mais dans tous les cas, elle est énorme, d'accord, supérieure à 30% de toute façon, et peut-être même jusqu'à 50%. Et Europa est à part, parce qu'Europa n'a que 10 à 15% d'eau. Vous vous rappelez, je vous ai dit, vous prenez Io, vous mettez 100 km d'eau, vous faites Europa, et puis si vous prenez 500 km d'eau au-dessus, vous faites Ganymède, Callisto, Titan. Hein, celui-là, il est à part, on y reviendra aussi. Voilà. Allons-y maintenant. Allons regarder maintenant qu'on situe un petit peu mieux sur quoi on va travailler, allons regarder pourquoi on est à peu près persuadé aujourd'hui qu'il y a des couches de glace sous les satellites, enfin qu'il y a des couches d'eau liquide sous les glaces des satellites des planètes géantes. Je reviens à ce diagramme, toujours. Je vous l'ai déjà dit, tout est lié à ça. En fait, pourquoi c'est lié à ça? Pour une raison extrêmement simple, c'est que vous devez concevoir que lorsque vous vous enfoncez de la surface vers l'intérieur d'un corps, que ce soit une planète ou un satellite, vous avez obligation d'augmenter la pression. La pression, c'est la masse de ce qu'il y a au-dessus de vous, multipliée par G et divisée par la surface que vous considérez, puisque c'est une force par unité de surface. Donc en fait, à chaque fois que vous enfoncez dans un corps planétaire, vous allez augmenter la pression très rapidement. La température, elle, non. À l'inverse, ne va pas bouger beaucoup, en tout cas pas très rapidement, dans la mesure où vous avez un système qui est à l'équilibre thermodynamique. Et très généralement, on dit que quand on s'enfonce dans un manteau planétaire, on va suivre un adiabates, ça c'est le terme technique, ce qui dans le cas des satellites de glace est quasiment identique à un isotherme. Certains d'entre vous le savent sans doute, c'est quelque chose de très standard sur Terre. Nous avons tous eu à un moment donné connaissance de l'existence de ce lac qui s'appelle le lac Vostok, lac antarctique, le plus grand lac souterrain, il y en a une petite centaine de lacs antarctiques. Il est quand même assez sérieux en termes de superficie puisque c'est approximativement la même surface que le lac Ontario. Et on parle de lac, évidemment, vous le savez, c'est un lac souterrain, c'est absolument pas un lac de surface. En fait, cette vision-là, c'est une vision... je ne sais plus si c'est une image radar celle-là, mais il me semble que c'est une image radar, radar topo, qui vous donne simplement, on va détecter ce type de lac par le fait que la topographie est complètement aplanie à leur niveau, pour une raison extrêmement simple d'équilibre hydrostatique, qui fait qu'on va retrouver en fait la trace de la signature de l'existence de ces lacs en profondeur, même simplement à partir d'un vol aéroporté. La raison d'existence de ces lacs est exactement celle que je viens de donner. Lorsque vous vous enfoncez le long d'un puits vertical à ce niveau-là, la pression augmente de façon assez rapide, et là c'est quasiment linéaire avec la profondeur parce que G est constant, et la masse volumique des glaces aussi. Donc vous allez clairement vous déplacer le long de cette droite verticale à ce niveau-là, et à un moment donné, vous allez tomber sur l'intersection entre le domaine liquide et le domaine solide, c'est-à-dire que vous devez vous attendre, dès que la pression atteint quelques centaines de bars, à retrouver finalement, si vous suivez un isotherme, à retrouver l'eau liquide en profondeur. Alors le lac Vostok, il est intéressant, pas parce qu'il a de l'eau liquide, mais à cause de tout ce qu'il y a à côté de l'eau liquide, c'est-à-dire tous ces problèmes de clatrate, hydrate, etc. Certains d'entre vous sont peut-être très au point avec ça. C'est aussi des débats qu'on a sur les lunes de glace, mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. L'eau est une chose, ce qui est intéressant surtout pour nous, c'est ce qu'il y a à côté de l'eau. C'est que l'eau va s'acoquiner avec plein de volatiles, et la capacité qu'elle a à former des structures très complexes comme les clatrates et les hydrates est quelque chose qui nous intéresse sacrément, autant sur les lacs comme le lac Vostok que dans les contextes planétaires façon Jupiter et Saturne.
Voilà, le principe est là, le principe est archi connu sur Terre. Il y a encore une fois, tous les lacs antarctiques fonctionnent comme ça. Cette capacité qu'a l'eau à exister en profondeur pour une raison simple qui est liée à la pression, c'est encore une fois une unicité de cette molécule eau que vous ne trouverez avec aucun autre matériau. Donc ce qu'on trouve sur Terre, en fait, pendant longtemps, on ne s'attendait pas à devoir l'appliquer sur les autres systèmes stellaires, planétaires, parce que tout simplement, on pensait qu'il faisait quand même beaucoup trop froid. Hein, rappelez-vous, l'Antarctique ne fait pas si froid que ça, comparé aux moins 150 ou moins 200 degrés des environnements extraterrestres, extraterrestres, au niveau de Jupiter et Saturne. Dans mon diagramme que je vous ai montré là, si je me mets à moins 150, je suis là. Alors, avant de monter et de croiser cette espèce de truc quasi linéaire, avant de monter aux pressions qu'il va falloir, ça fait longtemps que j'ai dépassé la pression du noyau. J'exagère un peu, mais pas loin. Dans la logique où je dis qu'un satellite de glace est extrêmement froid, je ne peux pas m'attendre quand même à croiser cette intersection entre solide et liquide. Et pendant longtemps, c'est ce qu'on a cru. On a dit non, les satellites de glace, c'est d'abord de l'eau pure, et si c'est de l'eau pure, il fait quand même beaucoup trop froid, tout doit être gelé depuis longtemps, on n'a pas vraiment de raison d'aller retrouver ce qu'on connaît un petit peu sur Terre, cette capacité en fait à trouver de l'eau liquide sous les couches de glace. Et puis il y a eu les missions. Il y a eu Galileo qui est parti en orbite dans le système de Jupiter de 1995 à 2003. Et puis, il y a Cassini-Huygens qui est parti dans le système de Saturne depuis 2005 et puis qui y est toujours, hein, comme vous le savez sans doute. Alors, on va passer un petit peu en revue les évidences qui ont été données par ces différentes missions et qui nous font penser aujourd'hui que, ben non, à l'inverse, c'est quasiment certain qu'il y a des couches liquides sous les glaces. Alors, les premières de ces évidences, c'est ce qu'on appelle les évidences géologiques. Dans la mesure où vous avez affaire, lorsque vous allez voir les lunes de Jupiter et Saturne, vous avez affaire à des mondes tourmentés. Ce n'est pas tous, hein, mais certains d'entre eux, et en particulier ici c'est Europe, vous réalisez très rapidement que sur ces lunes de glace, en fait, il y a une histoire tectonique, une histoire géologique extraordinairement complexe qui témoigne au moins d'une activité récente, si pas d'une activité présente, dans le cas d'Europa. Alors je ne vais pas passer en revue toutes les figures tectoniques qu'il y a là, mais il y a une complexité extrême au niveau des fracturations, au niveau des systèmes de remplissage. Dès que vous fracturez, il y a du matériau qui vient d'en dessous, qui remplit à nouveau la surface de la planète, etc. On estime que cette lune-là est resurfacée, dans notre jargon, environ tous les 300 000 ans. C'est-à-dire que c'est extrêmement actif au niveau tectonique et volcanique. Encore une fois, c'est du cryovolcanisme, mais bon, c'est extrêmement actif. Et si ça n'est pas une évidence d'eau liquide en profondeur, c'est dans tous les cas un argument en faveur d'une activité extrêmement forte qui est clairement favorisée si on avait des océans sous la croûte de glace. Un des exemples qui avait fait le tour du monde, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est ce fameux chaos. Hein. En fait, on parle de chaos, il y a plusieurs chaos à la surface d'Europa. C'est des zones où, vous voyez, la banquise est fracturée, on peut le dire comme ça. Vous avez en haut à gauche une zone extrêmement, on va dire une zone que j'allais dire extrêmement vieille, ce n'est pas le mot, mais qui correspond en quelque sorte au socle de votre banquise. Et ce que vous voyez là, c'est des phénomènes de débâcle, c'est-à-dire qu'on a cette impression que les blocs, ici, se détachent petit à petit de ce grand bloc et puis se décalent vers la droite et vers le bas. En fait, ce n'est pas forcément évident, mais je peux vous garantir qu'en 97 et 98, il y a pas mal de thésards et postdocs qui ont bossé sur le sujet à Brown, parce qu'à l'époque, j'ai travaillé un petit peu là-bas aussi, et c'est plutôt en 95, pardon, et il y a pas mal de gens qui ont bossé sur reconstruire le puzzle. Et le puzzle se reconstruit sans problème, c'est-à-dire que tous les blocs que vous voyez là, c'est sympa, la nature nous a aidés, il y a plein de linéaments qui nous permettent de reconstruire le puzzle et de remettre les pièces à leur place. Et il y a cette évidence très claire que les blocs ont migré à un moment ou à un autre d'en haut à gauche vers le bas à droite. Alors, n'imaginez surtout pas que c'est une débâcle au sens j'ai du bloc solide et puis c'est en train de migrer sur une matrice plus ou moins liquide. Il fait toujours moins 120 degrés. Donc ce n'est absolument pas un contexte façon terrestre où je fais une vraie débâcle. Par contre, c'est certain, il y a cette capacité, par une anomalie thermique en dessous, on ne sait pas, mais il y a cette capacité à fluidifier le matériel au moins un petit peu en profondeur et à le déformer, certes à l'état solide, mais à un état solide quelque part similaire à ce qu'est la convection dans le manteau terrestre, qui est jusqu'à preuve du contraire lui aussi 100% solide, et pourtant ça tourne, il n'y a pas de problème. L'essentiel est d'avoir la bonne échelle de temps. Donc ici on a
on a cette évidence qu'il y a nécessairement une anomalie thermique en profondeur, il y a cette capacité à déformer, à fluidifier le matériel de façon à le faire migrer. Parce que si la glace était réellement à 120 Kelvin, enfin à 150 Kelvin, je peux vous garantir que la rigidité de la glace à 150 Kelvin est nettement supérieure à celle du granit à 20 degrés Celsius. Vous ne déformez pas, vous ne pouvez pas faire migrer un matériau sur une glace à 150 Kelvin. C'est totalement impossible. C'est comme imaginer que vous poussez, je ne sais pas quel calcaire, dans un bloc de granit. Essayez à 20 degrés Celsius, essayez de le faire, avec tous les systèmes que vous voudrez essayer, vous aurez du mal. L'analogie est là. Donc il faut fluidifier le système. Ça ne prouve pas qu'il y a des océans en dessous, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous, il y a de l'énergie disponible. On a d'autres exemples sur d'autres lunes, évidemment. Voici ici Ganymède. Ganymède est intéressante pour tout un tas de raisons. Je pourrais en parler pendant des heures en ce moment. Mais un des gros intérêts de Ganymède, c'est évidemment le fait qu'il y a les mêmes figures tectoniques que sur Europa, c'est-à-dire des systèmes, vous voyez ici, bon, les couleurs ont été accentuées, c'est un zoom d'une des zones qu'il y a par ici, si je me rappelle bien, où vous avez extension et fracturation et puis écartement, vous voyez, du vieux matériau pour faire venir ce matériau plus sombre qui arrive par en dessous, qui remplit la faille, qui écarte tout, un peu système Graben sur Terre, qui se resolidifie évidemment. Et vous voyez ça un petit peu partout. Alors, pas partout, parce qu'en réalité, Ganymède a cette capacité à avoir aussi des vieux matériaux. C'est ce qu'on pourrait appeler nos cratons sur Terre. Vous avez certaines zones où en fait, le matériau est beaucoup plus vieux, n'a jamais été refracturé, etc., comme s'il flottait là depuis 4 milliards d'années. Par contre, vous avez sur les 2/3 de la surface ces zones où vous voyez ce resurfaçage très important, avec tout un tas de contextes tectoniques différents, un petit peu similaires à ce qui se passe sur Europa. On est dans le même contexte où on se dit, bon, à un moment donné, et peut-être sans doute pas maintenant, elle est quand même un petit peu différente d'Europa, mais sans doute pas maintenant, mais il est évident qu'à un moment donné, cette lune a eu une activité géologique extrêmement intense. Alors bon, voilà ici un zoom qui montre un petit peu, là c'est plus en fausse couleur, ce que sont ces phénomènes complexes de fracturation, extension de Graben, etc. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Il n'y a aucun souci, il faut de la dynamique. Pour faire ça, il faut de l'énergie. Cette énergie doit être disponible, il en faut en grande quantité. Ces lunes-là ne sont pas des astres morts, ce qu'on croyait pendant longtemps. Et ça va dans le sens du fait que, attention, perdons d'office cette idée que c'est super froid et complètement mort, comme on le pensait, ce qui nous faisait déjà dire que de toute façon, il n'y avait aucune possibilité d'eau liquide. Les évidences géologiques vont dans le sens contraire. Elles montrent clairement que c'est des astres qui ont une activité. Alors Titan, on est sur le même genre de problème. Titan, en fait, pour moi, reste exactement similaire aux autres grosses lunes que sont Ganymède, Callisto. Et Europa, dans le sens où je l'ai déjà dit, c'est le même type de manteau glacé. On a des évidences du fait que ça bouge pas mal, ça n'a rien à voir. On a une atmosphère, donc on va plutôt parler du cycle éthane-méthane. Les gens qui travaillent en test sont sur les problèmes de thermosphère, atmosphère, etc. Ça n'a absolument la dynamique n'a rien à voir avec les autres lunes, mais juste gardez dans votre esprit qu'aujourd'hui, on n'a pas moyen d'aller explorer la surface de façon aussi précise que les autres lunes à cause de cette atmosphère qui est quand même très opaque. Donc on a les images radar et on a un petit peu de données visibles dans l'infrarouge sur quelques rares canaux, mais notre compréhension actuelle du satellite nous laisse penser que sa dynamique interne est très similaire à celle des lunes de Jupiter. On n'a pas tellement évolué aujourd'hui avec Cassini sur le sujet. Il y a eu plein de choses, vous les avez vues passer, la rotation asynchrone, enfin il y a plein de choses qui vont, qui viennent en fonction des observables et des contraintes, mais à ce jour, pour nous, Titan reste une lune qui a un petit peu les mêmes caractéristiques que celles de Jupiter. Enfin, Encélade, pour en parler rapidement, qui est la quatrième sur laquelle on doit s'intéresser sérieusement, enfin la cinquième. Cassini nous a démontré que c'est un monde actif aujourd'hui. Il n'y en a pas 36 000 des mondes sur lesquels on est certain qu'il y a une activité actuelle au temps présent. Encélade possède une activité extrêmement forte au niveau de son pôle sud, avec des geysers, comme vous le voyez à ce niveau-là, qui sont des geysers sur lesquels il y a pas mal d'eau. C'est de l'eau qui est évacuée, puis tout un tas d'autres choses. Ce qui est surtout intéressant, c'est tout un tas d'autres choses. Mais au niveau de ces geysers, en fait, ça démontre quoi? Ça démontre que c'est un corps, voilà, on est dans un environnement à moins 200 degrés Celsius en surface. Le fait qu'on ait les geysers, qu'on ait cette expulsion d'eau, etc., démontre qu'il y a une activité interne, qu'il y a des sources d'énergie potentielles, qu'il y a tout ce qu'il faut pour avoir de l'eau liquide. Il y a certains scénarios qui existent où on imagine ces réservoirs d'eau liquide dans le pôle sud qui pourraient expliquer ces formations de geysers et cette sortie de matériel. Ce n'est pas du tout simple à expliquer en fait, mais ceci étant, c'est des évidences. Les évidences géologiques sont là pour nous dire, oui, attention, ces mondes-là ne sont pas des astres morts. D'autres évidences apportées par Galiléo sont extrêmement importantes. Donc autour de Jupiter, en fait,
une chose qu'on n'attendait pas du tout lorsque le satellite Galileo a fait plusieurs survols de ces lunes, c'est qu'il a mis en évidence des champs magnétiques, mais ces champs magnétiques sont des champs magnétiques qu'on appelle induits. En fait, les lunes de Jupiter sont soumises au champ magnétique de Jupiter. Jupiter a un champ magnétique extrêmement intense. On dit toujours, si vous cherchez l'objet le plus grand dans le système solaire, c'est le champ magnétique de Jupiter. Si on pouvait le voir, si vous pouviez le voir dans le ciel, vous réaliseriez à quel point c'est grand. D'accord, vous le verriez sur un tiers du ciel pratiquement. Cette magnétosphère de Jupiter, extrêmement intense, en fait, va générer, s'il y a un courant conducteur à l'intérieur d'un corps comme une lune, va devoir générer un champ magnétique induit. Alors, on va le faire différemment. Galiléo a découvert des champs magnétiques induits, et si vous appliquez dans votre passé lointain ce que vous appeliez la règle des 3 doigts, vous générez un champ magnétique induit quand un courant conducteur est soumis à un champ magnétique propre. On a le champ magnétique propre de Jupiter, on découvre les champs magnétiques induits, donc on déduit il y a un courant conducteur, il y a quelque chose qui bouge et qui est conducteur à l'intérieur des lunes. La plus grosse découverte de Galiléo, peut-être au niveau de ces évidences d'océans dans les lunes, c'est en fait cette découverte des champs magnétiques induits dans certaines des lunes de Jupiter. Alors, pendant un petit moment, on s'est demandé si en fait ces champs magnétiques induits étaient plutôt liés à l'existence d'un courant dans les noyaux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un noyau de fer liquide, ou fluide en tout cas, dans l'intérieur des lunes, ou si c'était plutôt lié à un courant conducteur dans la zone superficielle, c'est-à-dire typiquement un océan salé, mettez au hasard, un truc comme ça. Quelque chose qui est avec des éléments conducteurs et qui ne se trouve pas loin de la surface, on pense tout de suite à un océan qui n'est pas fait d'eau distillée, mais qui est fait d'une eau avec pas mal d'éléments dedans qui pourraient être conducteurs. Aujourd'hui, de plus en plus, la réanalyse de ces anomalies magnétiques qu'on a observées, là où vous avez un exemple de survol, ici c'est la dimension temporelle, et vous avez ici un survol d'Europa, je crois que c'est Europa celui-là, de mémoire, où vous avez cette mise en évidence selon les 3 axes de cette anomalie magnétique associée à l'existence d'un champ magnétique induit. Nous sommes sûrs et certains, après la réanalyse des datas, enfin les moyens actuels, on a réanalysé toutes les datas, que sur Europa et sur Callisto, c'est évident, ce sont des champs magnétiques induits associés à une source de faible profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où on dit peut-être qu'il y a des couches liquides sous Europe et Callisto, enfin sous la couche de glace. Les gens des magnétosphères vous disent c'est terminé le peut-être, c'est sûr qu'il y a des couches liquides. Vous avez un courant conducteur à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres sous la couche de glace. C'est absolument indiscutable. Donc on n'est plus dans le contexte, il faut prouver qu'elles sont là, on est dans le contexte, essayant de trouver leurs caractéristiques. Pour Ganymède, c'est un petit peu moins évident, parce que Ganymède possède en plus un champ magnétique propre. Donc vous avez le champ de Jupiter, vous avez le champ magnétique propre de Jupiter, et vous avez ce champ magnétique induit. Alors avec les quelques survols qui ont été faits par la sonde Galileo, arriver à caractériser proprement le champ magnétique induit qui baigne dans 2 autres champs magnétiques eux-mêmes indépendants, c'est relativement complexe et on ne peut pas affirmer de façon catégorique où se trouve la source de ce champ magnétique induit. Bon, quand on fait l'analogie avec les autres, on se dit qu'il y a quand même peu de chances que celui-là soit rigoureusement différent des autres. Ceci étant, c'est le seul à posséder un champ propre, donc on peut sérieusement se poser la question. On en est là aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ces champs existent et qu'il est donc extrêmement certain, voire extrêmement probable pour un seul d'entre eux, qu'il y a des couches liquides en profondeur. La dernière évidence qui va toujours dans le même sens, c'est le problème de la nature des matériaux non glacés. Vous avez ici une image en fausse couleur de la Lune Europa autour de Jupiter. Ce que je montre ici en fausse couleur en bleu, c'est de l'eau quasiment pure. On vous rappelait, resurfaçage tous les 200-300 000 ans. On est dans un contexte où en fait l'eau est quasiment pure, pratiquement pas altérée dans une majorité de la surface. Puis il y a au niveau de ces grandes fractures là, qui sont quand même parfois à l'échelle d'un quart de la surface de la planète, c'est de la vraie grosse fracture, vous avez une signature hyperspectrale, là c'est de la fausse couleur, mais on est en fait dans le domaine infrarouge ici, vous avez une signature hyperspectrale qui clairement n'a absolument rien à voir. Et tout le débat qui a suivi les données Galiléo, ça a été de savoir quelle était la nature de ce matériau non glacé, ce Europa non icy. Est-ce qu'il s'agissait plutôt d'argile? Est-ce qu'il s'agissait plutôt de sel? Est-ce qu'il s'agissait de sodium, de magnésium, des trucs, vous avez vu sortir les noms, redécouvert les noms de l'epsomite, du natron, de tout un tas de matériaux assez originaux. Et en fait, bon, le débat n'est pas clos, certainement pas pour ces lunes-là. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité avec Cassini, on est exactement dans la même logique. L'eau
pure, on la trouve partout. Le débat, il est qu'est-ce que c'est que les matériaux qui ne sont pas de l'eau pure? Il est extrêmement difficile d'interpréter les données infrarouges qui, en fait, sont toujours interprétables par tout un tas de modèles de mélange différents. Et aujourd'hui encore, on se pose les mêmes questions au jour le jour avec Cassini. À chaque fois qu'on a un nouveau spectre infrarouge de la surface, quand ce n'est pas l'eau pure, on se demande bien ce que ça peut être. Alors, on progresse parce que Cassini a quand même un spectro-infrarouge beaucoup plus puissant que celui qu'il y avait sur Galiléo. On pense voir des clatrates, finalement, c'en est pas. On est sûr de voir du CO2, bon, ça, souvent, on ne se trompe pas. Enfin, le méthane se cherche un peu partout. Enfin, on évolue pas mal. Ce qui est certain, c'est que dès Galiléo, on savait, que je vous l'ai déjà dit, c'est que ces lunes ne sont pas faites d'eau distillée. Et comme par hasard, quand on voit que finalement, c'est au niveau des fractures, là où le matériau arrive d'en bas, qu'on va trouver des polluants qui ne sont pas de l'eau pure, et typiquement des trucs qui, tiens, si c'était des sels ou de magnésium ou de sodium, ça fit assez bien avec la donnée hyperspectrale. De là à penser qu'en dessous, c'est un océan salé, il y en a qui ne se sont pas gênés pour le dire. D'accord ? Aucune preuve indiscutable, mais beaucoup d'arguments qui vont tous dans le même sens. Ici, le cas de Ganymède, où vous avez la cartographie du CO2, en fait, bon, qui illustre, alors ça c'est plus compliqué, parce que le CO2 de Ganymède peut aussi venir de l'extérieur, il y a des débats sur le sujet, mais juste pour dire, voilà, les évidences de surface indiquent toujours qu'il y a cet échange possible entre les couches profondes et la surface, et certains de ces échanges vont dans le sens du fait qu'en dessous, là, il y a de l'eau, et que cette eau, elle n'est pas pure, elle est plutôt salée. Quand on fait le bilan de toutes ces évidences, depuis les évidences chimiques, les évidences géologiques et les évidences géophysiques, on ne discute plus trop aujourd'hui de la pertinence du troisième schéma que je montrais il y a quelques années, qui était de dire les lunes d'Europa. Peut-être qu'Europa est une lune complètement gelée, d'accord? Et puis en dessous, on a les silicates. Non, aujourd'hui, les débats sont sur, c'est évident, il y a une couche liquide sous la glace. Le problème est de savoir si cette couche liquide est juste 2 km sous la glace ou si elle est plutôt 30 à 40 km sous la glace. Hein, là, c'est à l'échelle, je vous rappelle, Europa, on a dit 100 km de glace au-dessus des silicates, enfin 100 km d'hydrosphère, on doit dire, au-dessus des silicates. Et là, vous avez donc deux modèles qui s'opposent, enfin qui sont un petit peu différents, sur lesquels nous ne sommes pas aujourd'hui capables de conclure, mais par contre, ce dont on est certain, c'est que c'est l'un des deux, et certainement pas la version numéro 3 qui maintenant est enlevée de tous mes transparents. D'accord ? Alors, on va juste revenir un petit peu là-dessus. Finalement, une fois qu'on admet cette existence de couches liquides sous les glaces dans les satellites de glace, on peut revenir sur... alors là, j'imagine que vous êtes plus à même que moi de débattre sur le sujet, mais ce qui, selon nous, apparaît important pour définir l'habitabilité d'un monde, et surtout pas le fait qu'il soit habité, ça c'est une autre histoire, mais c'est cette nécessité d'avoir évidemment les éléments essentiels, d'avoir de l'eau liquide, d'avoir de l'énergie et d'avoir du temps. Ce sur quoi nous, on est assez clair aujourd'hui, c'est que la définition des mondes habitables, au moins dans le système solaire, ne doit sans doute pas se limiter au domaine des surfaces, mais doit aussi aller dans le domaine des intérieurs, des lunes gelées comme Titan, Encélade autour de Saturne, ou Ganymède, Callisto, Europa dans le domaine ici de Jupiter, parce que ces quatre conditions sine qua non nécessaires à la définition d'un monde habitable sont parfaitement rencontrées au niveau de ces différentes lunes. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous, on est un petit peu dans ce contexte où on dit, bon, attention, l'habitabilité, c'est plus que ce domaine-là, voilà où on est aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on va un petit peu regarder ensemble, c'est qu'est-ce qui va différencier Europe, qui est un petit peu particulier, des autres lunes, c'est-à-dire en fait quelles sont un petit peu les caractéristiques de ces océans qu'on va trouver dans les profondeurs. Alors, voilà, Europe, on le résume comme ça, si je le fais simplement. Peu m'importe finalement qu'il y ait 2 km ou 50 km de glace, dans tous les cas, c'est toujours un peu la même chose au niveau de ce qui se passe au fond. Quand vous regardez le fond d'Europa, enfin vous regardez son océan, hein, qui se trouve donc à un petit milliard de kilomètres de chez nous, moins 120 degrés en surface, 0 degré dans la couche liquide, vous ne pouvez pas faire autrement parce que de toute façon le diagramme de phase nous l'impose. Si vous avez l'eau liquide, c'est qu'il va faire quelque chose entre moins 20 et 0 degré, mais ça ne va pas être moins 120. Si c'était moins 120, ce serait tout solide. On en est certain. On a la preuve qu'il y a un océan, ça veut dire que de toute façon, il y a des sources de chaleur. Bon, 0 degré, ce n'est pas super chaud, mais ceci étant, ce n'est pas froid non plus. Vous avez des hautes températures, c'est certain, sans doute à la base de cet océan, parce qu'on est à peu près, ça c'est ce qu'on avait dans les dorsales médio-océaniques, on est à peu près sûr qu'il y a de l'énergie. Rappelez-vous, resurfaçage tous les 300 000 ans, ça ne se fait pas comme ça. Il faut nécessairement qu'il y ait de l'énergie disponible, et on la connaît très bien, l'énergie disponible pour Europa, c'est les forces de marée, hein, les résonances de Laplace qui font que
Europa est tiraillée entre Jupiter d'un côté, les lunes qui sont à l'extérieur de l'autre, et vous avez une source énergétique extrêmement puissante qui nous fait penser qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une source hydrothermale, des panaches possibles au niveau de la base de ces couches silicatées. Bref, on a ce qu'il faut pour faire des hautes températures. Bon, alors pression, c'est un peu plus complexe, c'est l'ultravide en surface. Au niveau de l'interface supérieure, on va être entre quelques bars jusqu'à 200 bars ici au niveau de l'océan. C'est-à-dire que de toute façon, l'océan est nécessairement, l'eau liquide est nécessairement sous pression. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et là où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire là où on a les hautes températures, on a des pressions quand même assez sérieuses, entre 800 bars et 1000 bars, ce qui est déjà assez contraignant, mais on sait que ça reste encore viable pour certains organismes, ce n'est pas la question. Ceci étant, on est dans un environnement très contraint, où globalement il fait assez froid, sauf au niveau des panaches, et globalement la pression est quand même assez élevée, il faut tenir à tout ça. Bon, la composition est inconnue, la seule chose qu'on a vue, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui n'est pas de l'eau pure, il y a forcément d'autres choses, des sels, peut-être de l'ammoniac, on ne sait pas, mais en tout cas, on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus, la chimie est nécessairement complexe. Les radiations, c'est sérieux ça. Les radiations, l'environnement jovien est catastrophique. Vous grillez toutes les électroniques des spacecraft en quelques heures autour d'Europa, tant que vous êtes dehors. Mais dès que vous êtes sous quelques mètres de glace, vous êtes protégé. Donc en fait, on n'a aucun souci avec les radiations dans la mesure où on se balade dans l'océan. C'est un environnement parfaitement protégé de toute l'hostilité du milieu extérieur. La glace fait bien son boulot. Donc ça, c'est une chose qu'on peut oublier. Et l'autre chose qu'on ne peut pas oublier, qu'il faut savoir, mais qui n'est pas forcément un gros souci, parce qu'on connaît la même chose dans nos océans à nous, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de lumière, c'est un environnement d'une opacité totale. Passer quelques mètres de glace, on est dans le noir total. Tout cet océan est dans un environnement complètement noir. Ça n'empêche pas sur Terre d'avoir des organismes vivants. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je n'irai jamais dire qu'il y en a sur Europa. Ceci étant, à notre connaissance aujourd'hui, dans le système solaire, s'il y a un endroit où vous avez toutes les conditions exactement similaires à ce que vous avez dans un endroit terrestre où il y a de la vie, c'est peut-être là. Je n'en connais pas d'autres aujourd'hui. Encelade pourrait être discuté, mais Encelade a le problème que la durabilité de son environnement n'est pas forcément établie. Bon, ceci étant, je ne vais surtout pas me mouiller trop en disant que voilà, c'est sûr, il y a de la vie sur Europa. Certainement pas. Ceci étant, quand on n'a pas prouvé tout ça, mais quand on pense à Europa et quand on regarde le détail, on est dans un contexte finalement où on sait que sur Terre, il se passe des choses. Et quand on cherche d'autres endroits dans le système solaire où on pourrait avoir des choses similaires, en fait, on ne va pas le trouver. Alors pourquoi je dis ça c'est-à-dire que finalement, je viens de passer quand même pas mal de temps à dire qu'il y a plein de lunes qui ont des couches liquides. Europa est différente des autres pour une raison qui est très claire, c'est qu'elle n'a que 100 km de glace et non pas 500 km de glace. Toutes les autres grosses lunes ont, je l'ai dit, entre 5 et 700 km de glace. C'est-à-dire si je fais une structure interne, vous avez ici, peu m'importe qu'il y ait un noyau de fer ou pas, vous avez ici des silicates avec ou pas un noyau, et puis au-dessus, vous avez ces 5 à 600 km de glace. Ça, c'est Titan, c'est Ganymède, c'est Callisto. Quand je regarde un diagramme de phase, un vrai, alors j'en ai un qui est mieux, bon, on y reviendra après. C'est-à-dire un vrai pour moi, parce que moi je suis dans le monde des hautes pressions, donc jusqu'à maintenant on a balayé que les quelques centaines de bars, c'est de la rigolade. Quand on regarde un vrai satellite de glace, dans le sens vrai où il y a plusieurs centaines de kilomètres d'eau, on doit aller balayer le diagramme de phase jusqu'à des pressions qui dépassent très largement 1000 bars. En fait, elles vont plutôt aller, ici on est en GPA, et GPA c'est 10 000 bars, c'est 10 kilobars, 10 000 fois la pression atmosphérique. Ici, on est dans un contexte standard de Ganymède, Callisto, Titan, où ça fait bien longtemps qu'en profondeur, on ne parle plus de la glace que vous avez dans votre frigo ou celle qui est actuellement sur les étendues gelées du parc ornithologique, mais on est en train de parler de celles qu'on appelle les glaces de haute pression, qui sont des polymorphes de l'eau, H2O pur, je ne suis pas en train de mettre d'autres mélanges dedans, c'est l'eau pure, il n'y a pas de problème, mais certains d'entre vous le savent, je pense, les solides ont cette capacité à changer de phase en fonction de l'environnement pression. Sur Terre, on le fait en routine. La transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, c'est la transition de l'olivine à la perovskite. C'est quasiment la même composition, mais parce que je passe au-delà de 23 gigapascales, là on n'est qu'à 1 gigapascal. Manteau sup, manteau inf, c'est 23 gigapascal. La phase silicate change de configuration à cause de la pression. Bon, la glace, elle fait pareil. Nous, à Nantes, et puis il y a plein d'autres labos, on fait ça, vous pouvez, à température ambiante, faire de la glace. Ce n'est absolument pas un problème dans la mesure où vous montez à 10 000 bars. Ça, c'est un glaçon, Glacis, qui est obtenu à 10 000 bars dans une cellule haute pression. Bon, il en existe des tonnes, des cellules haute pression. Ici, on est à température ambiante. Ce n'est absolument pas un problème de faire la glace à 100 degrés Celsius si vous mettez la pression qu'il faut. Mais cette glace-là n'a rien à voir avec la glace terrestre.
On pourrait dire que c'est une glace extraterrestre, elle n'existe pas dans l'environnement terrestre. Par contre, elle est parfaitement normale et standard dans les environnements extraterrestres autour de Jupiter et Saturne, c'est au niveau des grosses lunes, et au passage aussi au niveau des planètes géantes, parce qu'il y a évidemment autant d'eau dans les planètes géantes, une fois que vous enlevez l'hydrogène et l'hélium, et dans les planètes géantes, ce n'est pas de la glace 6, on est sur une glace au moins 7, voire 10, beaucoup plus haute pression, si ce n'est pas encore à notre état, mais il est évident que la glace de frigo, celle qu'il y a sur Terre, n'est pas celle que vous avez communément dans l'espace au niveau des grosses lunes. Donc tous les satellites que sont Ganymède, Callisto et Titan, s'ils ont des océans, ce qu'on croit, ont des océans non pas comme Europa avec en contact direct avec le silicate, mais ont des océans qui sont nécessairement piégés entre une glace basse pression en haut et une glace haute pression en bas. D'accord ? Ça fait des océans qu'on appelle sandwich. Vous avez ici une belle coupe de Ganymède, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, avec en fait cette couche de glace en haut, là, l'océan qui est piégé dessous, et puis une très épaisse couche de glace très haute pression, glace 5, glace 6, que vous trouvez en dessous, à ce niveau-là. Callisto pareil, Titan pareil. Si je devais exagérer, on peut regarder des papiers comme celui de Hawkesman et Timmelspawn, qui a été sorti il y a quelques années, où ils envisagent que finalement même tout un tas de petites lunes ici, au nom improbable, qui sont dans les environnements de Saturne, Uranus, Neptune, etc., tout un tas de petites lunes pourraient avoir cette même capacité en fait, à avoir des océans liquides, pour les petites plutôt piégées entre la glace et les silicates, pour les grosses plutôt piégées entre deux glaces, une glace basse pression et une glace haute pression. Voilà le bilan, finalement. Sur les lunes de glace versus ce qu'on connaît du système interne, si encore une fois, et on peut débattre de ça, on se focalise sur ces 4 éléments qui nous paraissent importants par rapport à l'habitabilité, que sont l'eau liquide, avoir un environnement stable dans le temps, avoir des éléments essentiels, autres que l'eau pure, et avoir de l'énergie. Vous avez la Terre qui se porte pas mal, on en sait quelque chose. Mars a des éléments très clairement intéressants, mais on sait que finalement, là il y a un débat, j'en ai parlé au début, sur l'environnement stable. On sait que Mars a eu certainement quelque chose d'intéressant il y a jusqu'à 3 milliards d'années, mais maintenant on peut le mettre dans le rouge, c'est-à-dire que la stabilité de son environnement a été clairement remise en question il y a déjà bien longtemps, et aujourd'hui il n'y a plus un pet d'eau liquide. On peut prendre Titan, on pense aujourd'hui, comme je crois l'avoir bien dit, que Titan a tous ses marqueurs au vert. Hein, c'est très clair, on a l'eau liquide, on en est sûr, on a un environnement stable, parce que, bon, ça, je ne l'ai pas trop discuté, mais ces résonances de Laplace, si elles ne sont pas stables sur une échelle, peut-être qui sera celle du système solaire dans son ensemble, ces résonances de Laplace qui donnent l'énergie nécessaire pour avoir, en quelque sorte, de quoi faire un environnement stable sur une longue durée, on sait que la résonance de Laplace dure et qu'il n'y a pas de raison de ne pas mettre ce marqueur au vert. Les éléments chimiques, on en a parlé avec signature infrarouge, on en est là. L'énergie chimique, les éléments essentiels, voilà. Et pour ce qui est de l'énergie, je l'ai dit, c'est la résonance de Laplace, au même type que l'environnement stable. On n'a pas trop de soucis avec ça. Ganymède est un petit peu plus problématique à cause de cette énergie. Le reste, on n'a aucune ambiguïté, je crois pratiquement plus aujourd'hui. Le problème de l'énergie, lui, est sérieux. En fait, notre problème est de savoir si nous avons ou non dans Ganymède la capacité à transférer l'énergie disponible via les désintégrations radioactives dans les silicates, via le peu d'effet résonance qu'il y a, c'est bien moindre que sur Europa, mais il y a un petit peu de chauffage lié aux résonances. Est-ce que nous avons la capacité de transférer cette énergie depuis les couches profondes jusqu'à l'océan? C'est-à-dire, pouvons-nous ou non traverser les 500 km de glace pour dire que oui, il y a bien une source d'énergie? Ça peut paraître complètement farfelu de dire attention, Europa, Ganymède, ce n'est pas le même combat. Là, vous êtes directement en contact avec l'océan. Ici, c'est quand même 500 km de glace, quoi. C'est une erreur de penser que cette glace-là, c'est une glace aussi solide que celle que vous avez, même à moins 6 degrés là dehors. Cette glace-là est de toute façon nécessairement très très proche de sa température de fusion. Ça, c'est du modèle de convection thermique, c'est des problèmes de thermodynamique, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. On est de plus en plus persuadé qu'en réalité, cette couche-là n'est pas une couche solide, mais une couche, ce qu'on appelle un mush, un espèce de mélange permanent. Enfin, si vous voulez, l'énergie va passer parce qu'en fait, vous allez passer votre temps à fondre et resolidifier cette couche sur les 500 km. Quelque part, vous ne pouvez pas faire convecter ce système-là dans un environnement complètement solide parce que vous êtes coincé par le fait que la température à la surface de cette couche est la température de fusion. Donc vous êtes dans un système qu'on appelle subsolidus et on est de plus en plus à penser, bon il nous reste à écrire le papier mais on va y arriver, on est de plus en plus à penser qu'en réalité non,
nous oublions cette notion qu'on voit dans les modèles, que ce truc-là, c'est complètement solide. En fait, ce n'est pas stable thermodynamiquement, ça ne marche pas. On n'y avait jamais trop pensé avant, parce que c'est un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte terrestre, mais il n'est pas du tout idiot de se dire qu'en réalité, ce truc-là est en permanence en train d'échanger la matière avec ce qu'il y a en bas, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout une couche solide comme on l'imagine. C'est bien un mélange glace et zone en fusion, si vous voulez, mais ce n'est pas la glace 6, glace haute pression, comme on voit notre glace de frigo, comme on voit la glace à la surface de la Terre quand il fait très froid. Je n'affirme pas qu'il y a les échanges, je dis juste que écartons de nous cette image d'Épinal de la convection façon manteau terrestre dans ces 500 km de glace. En fait, c'est un contexte assez particulier d'un point de vue thermodynamique sur lequel on a finalement pas mal de mal à comprendre ce qui se passe. Donc on reste encore avec un point jaune. On n'est pas sûr que l'énergie chimique peut passer facilement, enfin que l'énergie peut être disponible depuis le fond silicaté, etc. Mais finalement, on n'a pas de raison de mettre un point rouge. Europa, je l'ai dit, Encelade, on a ce petit problème très sérieux qui est que c'est vrai, on en a parlé, il y a de l'eau liquide sur le pôle sud, sans doute en profondeur. On a un très gros problème sur la stabilité de cet environnement. Ce n'est pas un océan global, à ce qu'on en sait. C'est peut-être un phénomène très épisodique qui peut revenir de façon récurrente, mais on n'est pas du tout dans un contexte comme Europa, comme Ganymède, comme les grosses lunes, où la stabilité de l'environnement peut être démontrée sur plusieurs milliards d'années. Ça peut peut-être durer quelques centaines, quelques millions d'années. C'est un événement géologique parmi d'autres. On ne peut pas affirmer aujourd'hui sur Encelade que le réservoir liquide, qui est certainement là, a une durabilité supérieure à quelques centaines de millions d'années. On est encore sur un point rouge. Quelles sont les missions? Bon, l'oublions pas. Ceux qui suivent un petit peu l'actualité savent que Cassini-Huygens n'est pas fini. Enfin, Cassini-Huygens est fini depuis longtemps, mais Cassini n'est pas fini. Cassini va durer, si les budgets suivent, jusqu'en 2017. Et en fait, on continue de découvrir justement tout ce que je n'ai pas fait un cours sur Cassini, ce n'était pas l'objectif, mais chaque année qui passe nous dévoile de nouveaux résultats justement pour préciser un petit peu ces signatures hyperspectrales des surfaces des lunes, l'activité des lunes. Il n'y a pas que ça, hein. Cassini c'est aussi toute la planète Saturne, les anneaux, la magnétosphère, il n'y a pas que les satellites géants. Ceci étant, Cassini n'est pas fini et je pense que bien évidemment avant de parler des missions futures, n'oublions pas que dans les 7 à 8 ans qui viennent on pourra avoir des sacrées découvertes et on va avoir chaque année une meilleure connaissance de ce qu'est cet environnement externe grâce à cette mission qui a une moisson de données absolument extraordinaire. La suite, on la connaît pas, elle est assez floue pour l'instant, elle le sera peut-être moins dans 2 mois. L'après Cassini, en fait, c'est soit un retour vers Jupiter, soit un retour vers Saturne, soit Uranus et Neptune. Mais Uranus et Neptune n'ont pas le vent en poupe en ce moment. Il y aura peut-être des petites missions d'opportunités qui viendront, mais ce n'est pas prévu dans les grands programmes. Aujourd'hui, dans les grands programmes, ce qui est plutôt attendu, si ça se produit, c'est une mission vers Jupiter et ses lunes. Et dans un des projets initiaux qui était encore valide il y a 1 an, en fait, par rapport à tout ce que je vous ai dit, il y a eu en fait une motivation assez forte pour aller explorer 2 des lunes, Europa d'une part et Ganymède d'autre part, avec 2 spacecraft, l'un qui se mettrait, après une étude du système de Jupiter, en orbite autour d'Europa, et un qui se mettrait en orbite autour de Ganymède. Juste pour illustrer, parce que je n'ai pas eu le temps de parler de tout ça, mais comment on va affirmer des choses comme il y a des océans, on a parlé des champs magnétiques induits. Une autre façon de voir ça, c'est juste pour dire un petit peu ce qu'on fera si on tourne là-bas, c'est que finalement ces lunes, elles sont assez originales, elles sont un petit peu comme la Terre, de toute façon tous des formes dans le système solaire à cause des forces de marée, etc. Un truc extrêmement amusant avec ces lunes, c'est que leur déformation de surface est extrêmement importante, plusieurs mètres par période, en fait à cause de la force de Jupiter. Et une évidence très claire de la présence ou non d'océans, encore une fois on a dit qu'ils sont déjà là, mais il faut qu'on caractérise maintenant leur épaisseur, leur composition, etc. Ça va être fait par des trucs de cette façon-là, par exemple. On sait que la déformation de la surface d'une lune, comme Europe ici, ou comme Ganymède ici, va être radicalement différente suivant que vous avez ou non des océans. Les objectifs des futures missions vont être de prendre des éléments comme ça, enfin de reprendre la physique de base et de faire les mesures qu'on n'a pas pu faire avec Galiléo sur ce qu'on appelle la déformation tidale. Est-ce qu'elle est de plusieurs mètres ou de plusieurs centimètres? Ça va nous contraindre la profondeur de l'océan. Caractériser complètement les champs magnétiques induits, déterminer une fois pour toutes si
puis ce qui n'est pas de l'eau pure, et ben voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt des trucs à base de carbone? Est-ce que c'est plutôt simplement du sel de sodium? Est-ce que c'est du sel de magnésium? C'est des choses qu'on va pouvoir faire avec les engins, enfin les instruments qu'on pourra embarquer en 2030. Ce n'est pas la même génération d'instruments que ce qu'il y avait en 1995, qui en fait étaient des instruments des années 80. Hein. On a toujours 15 ans de décalage. Donc voilà, ça c'est juste un exemple pour illustrer le fait que ce que vous verrez si ces missions se produisent, c'est là où moi j'ai mis des ordres de grandeur, vous aurez les mesures précises. C'est un peu les objectifs de ces missions. Une chose importante que je n'ai pas discutée, c'est que ces deux missions, que ce soit autour d'Europe ou Ganymède, si elles voient le jour, vont apporter une autre évidence qu'aujourd'hui on ne maîtrise absolument pas, c'est l'exploration de la subsurface, comme on fait justement classiquement dans les glaces antarctiques, avec un système radar. C'est-à-dire qu'on va faire la première investigation pas de la profondeur, parce qu'on n'ira pas aussi bas, mais au moins de comment toutes ces structures tectoniques qu'on a vues à la surface se prolongent en profondeur. On va pour la première fois explorer la subsurface de ces corps-là, ce qui n'a jamais été fait. Sur un corps extraplanétaire, ça a été fait sur Mars. Vous avez peut-être entendu parler des radars Martis et Charade. On sait que ça marche autour de la glace. On va peut-être, si ces missions voient le jour, pouvoir faire quelque chose de similaire sur les lunes. Et là, il est évident qu'en 2030, on refait cette école d'Exobio. On aura un paquet d'autres choses à vous raconter sur les océans glacés, enfin sous les océans dans les lunes de glace. Bon, ce n'est pas le seul projet, il y en a plein d'autres. Certains ont peut-être entendu parler du fait que voilà, vous connaissez bien Titan, donc vous savez que sur Titan, il y a pas mal de choses à faire. Cassini apporte énormément d'infos, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Une mission est sans doute prévue pour Titan un jour. Bon, pour l'instant, elle n'est pas dans le vent, dans l'environnement proche, mais tout peut changer, ça change tout le temps. Il est très clair qu'une mission Didier Titan et non pas une mission système Saturne a son intérêt, parce que Titan, son monde avec son atmosphère, ses couches glacées, tout ça, mérite une mission à part entière. Sous quelle forme sera-t-elle, avec des ballons, avec des landers, avec ce que vous voulez? Bon, pour l'instant, on n'en sait évidemment rien. Beaucoup de projets, beaucoup d'études de faisabilité. Le nerf de la guerre, c'est les budgets. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on ne parle pas trop de Titan. Et je vais juste finir là-dessus. Vous avez vu Franck Celsis, donc je ne vais pas vous parler des exoplanètes et de l'habitabilité des exoplanètes. Je voudrais juste arriver sur une petite conclusion, qui est que ce que j'ai dit sur les lunes de glace, qu'on commence à découvrir depuis une vingtaine d'années, encore une fois, j'insiste, avant on était sûr que c'était tout gelé, voilà, depuis 20 ans on commence à revoir notre copie par rapport à ça. Évidemment, on l'envisage sur les exoplanètes. Il y a des papiers qui sont sortis sur cette superbe exoplanète, par exemple, qui se trouve dans le bulbe galactique et qui a été découverte par la méthode des lentilles gravitationnelles. Donc typiquement une planète qu'on ne voit pas autour d'une étoile qu'on ne voit pas. Ça n'empêche pas de faire des modèles de structure interne. Et en fait, vu l'environnement qu'on envisage sur cette planète-là, il y a eu des modèles qui sont sortis qui envisagent la possibilité finalement d'une couche liquide en profondeur, pourquoi pas. On peut toujours l'envisager. Je voudrais juste finir là-dessus. Le dernier diagramme ici est important. Si vous avez un truc à retenir, quand vous voyez dans les médias ces notions de planète-océan, tout ce qui sort sur les exoplanètes, etc., n'oubliez jamais une chose. En fait, là, tout est conditionné par le diagramme de phase, que vous ne l'auriez pas compris. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est coincé. L'eau liquide ne peut pas exister n'importe où, n'importe comment. Le domaine d'existence de l'eau liquide est en réalité extraordinairement ténu en température et en pression. Si vous regardez les pressions, alors là, elles sont énormes, les pressions. On est ici à très basse pression, mais on va monter à 100 gigapascales. Là, on est quasiment à la limite noyau-manteau sur la Terre. Hein, donc bon, ce n'est pas le contexte des lunes de glace. Mais si vous regardez le domaine liquide, il est toujours piégé, en fait, à cause de ces fameuses pentes des courbes de fusion, il est toujours piégé sur un domaine extrêmement restreint. Mais ce qui est extrêmement important pour nous, c'est que comme l'environnement spatial est très froid, en fait, mis à part si vous envisagez des planètes ultra chaudes, des exoplanètes ultra chaudes, vous êtes coincé dans le domaine où, finalement, vous devez vous balader, si vous voulez des couches liquides, entre la glace 1 en surface et des glaces de haute pression en bas, avec un domaine très faible ici, où vous avez cette existence d'océan sandwich. D'accord ? Et toutes les exoplanètes qu'on peut envisager comme planètes océans, soit elles sont froides et elles sont dans ce domaine-là, soit elles sont chaudes. Et quand elles sont chaudes, bon, alors là, on est dans un autre monde, mais c'est les Waterworld, de ce que vous voulez, mais on n'est plus du tout dans un contexte, en fait, où si vous voulez, le liquide dont vous parlez va avoir des similarités avec celui dont on parle dans nos températures modérées. D'accord ? Il va falloir être à 100 degrés pour arriver à avoir des épaisseurs, en fait, pas si grosses que ça, d'ailleurs. Bon, moi, qu'est-ce que je veux dire? C'est que sur une planète géante, une exoplanète géante riche en eau, en réalité, G est très fort.
Ce qui fait l'originalité d'une lune de glace, c'est que l'accélération de la pesanteur elle est extrêmement faible, 1,5. Pas 10 fois, mais 5 à 8 fois plus faible que l'accélération de la pesanteur sur Terre. P égale ρGh. Ça veut dire que l'épaisseur nécessaire pour franchir ce domaine caractéristique où il y a de l'eau liquide, elle va faire plusieurs centaines de kilomètres sur Ganymède, Callisto, Titan. Mais dès que vous avez une exoplanète, et qu'on vous dit c'est une planète océan, c'est sûrement une planète océan, il y a plein de flottes, c'est cool, on a du liquide, ça y est, c'est gagné. Ah non, certainement pas, parce que G est très fort. Dès que la masse devient importante, l'accélération de la pesanteur est considérable. Hein, on la voit ici, l'augmentation de l'accélération de la pesanteur en fonction de G, en fonction de la masse. Et ça veut dire qu'en fait, très très rapidement, vous vous retrouvez dans le domaine solide. Et en fait, les fameux océans sandwich dont on parle, si on parle de planètes très massives, ne vont jamais dépasser quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Ils vont être intéressants sans doute, mais bon, de toute façon, c'est trop loin pour qu'on s'y intéresse. Mais tout ce que je veux dire là, c'est que n'oubliez jamais que quand on a parlé des lunes, des océans de Ganymède, Callisto et Titan, en fait, vous avez les exemples des plus gros océans que vous pouvez envisager dans tout système stellaire. Et ce n'est pas parce qu'il y aura des exoplanètes très riches en eau qu'il y aura de plus gros océans. Et c'est là-dessus que je conclus. Je vous remercie. Comme tu peux voir, ce n'est pas du tout de l'eau pure partout. J'avais pris une photo qui n'était pas au hasard, où en fait on a une zone extrêmement fraîche, vraiment très très fraîche, d'accord, et puis la fracture est juste à côté. Alors attention, la majorité des impuretés qu'on voit là, hein, là c'est en image visible là, ne sont absolument pas liées à l'intérieur. Elles sont liées à la pollution qui vient de l'extérieur, parce qu'il y a des couplages avec le tore de Io, il y a tout un tas de problèmes qui font que, enfin pas de problèmes, mais de phénomènes qui font que la surface est pas mal contaminée. Le phénomène de resurfaçage est une chose, le phénomène de montée de matériaux en est une autre. Quand on resurface la totalité de la planète, si on considère que c'est comme en géologie, dans les champs magmatiques, dès qu'on a un matériau qui n'est pas un matériau pur, il n'y a pas une seule et unique température de fusion. Les solidus, les liquidus, ça existe, et donc quand on pense à un resurfaçage, en fait, le matériau le moins dense, qui va être le liquide, va remonter d'un coup et va se dissocier du reste. D'accord ? Comme ça qu'il faut le voir. Le resurfaçage, s'il existe, c'est la totalité de la surface qui remonte, enfin la totalité principalement d'eau pure qui remonte, parce qu'il y a une solide. Bon, je parle de cristallisation fractionnée comme en géologie, mais on a cette différenciation entre les matériaux riches en eau et les matériaux moins riches en eau. D'accord ? C'est un phénomène un peu catastrophique. On ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas quand il marche. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il doit avoir lieu, puisque justement, il y a cette nécessité d'avoir de la glace fraîche. Manifestement, elle est là depuis quelques centaines de milliers d'années, pas plus. D'accord ? Elle est très pure, elle est maintenant contaminée, mais c'est vrai que globalement, elle est très pure parce que c'est un phénomène complètement planétaire qui se produit et qui fait cette séparation entre le matériau moins dense qui est l'eau pure et le reste qui reste au fond. Ça, c'est le premier point. Par contre, en effet, une fois que c'est fait, il y a toujours de l'activité en dessous qui va générer ces fracturations. Et là, du coup, le matériau qui monte, lui, c'est celui d'en dessous qui est maintenant enrichi en éléments volatiles. Donc, on va le retrouver dans les fractures. C'est facile à dire, c'est extrêmement complexe à comprendre. Moi, je ne l'ai toujours pas compris parce qu'on a un gros problème. Parce que le matériau le moins dense, c'est celui qui est déjà en haut. Donc il faut des sacrés moteurs pour faire monter l'eau enrichie en éléments qui, en fait, l'eau liquide est plus dense que la glace. C'est lié à la pente de Clapeyron négative, le glaçon flotte. Pas celui des hautes pressions, mais la glace de haute pression est plus dense que l'eau liquide, donc elle est au fond, Ganymède, Callisto. Mais la glace de basse pression est moins dense que l'eau. Donc pour faire monter le matériau liquide, certes enrichi en volatile, à travers la glace, pour le retrouver dans les fractures, c'est pas simple. Alors, il y a tout un tas de modèles qui ont été proposés, sont tous plus ou moins valables. On n'a pas aujourd'hui l'explication claire et catégorique de pourquoi. On a les sources d'énergie d'accord, mais la façon avec laquelle ça remonte n'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, c'est bien deux phénomènes complètement distincts. Le resurfaçage, il est grande échelle, et puis tu fais monter l'eau quasi pure, et puis tu laisses ensuite le matériau plus dense en dessous. Et après, la fracturation, elle, c'est dans le temps, avec ce qui est enrichi en volatile qui remonte. Un papier dans Nature, j'aurais dû en parler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça n'est absolument pas une surprise. Ça fait un papier à Nature, certes, mais en réalité, c'est pas, pour le dire simplement, ça fait 10 ans que les Américains, qui travaillent sur l'orbiteur d'Europa,
ont prévu de mettre 2 fréquences sur leur radar pour observer la subsurface, une pour aller voir la subsurface jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, dans l'espoir de détecter l'interface avec l'océan, mais ils n'y croient pas trop, mais en tout cas faire du sondage aux grandes profondeurs. Et une autre fréquence pour étudier les 3 premiers kilomètres, parce que ça fait 10 ans qu'on sait que de toute façon, on suspecte l'existence de réservoirs magmatiques, enfin réservoirs cryogéniques, on va dire, dans réservoirs cryovolcaniques, je vais trouver le mot, ça y est, avec des poches d'eau liquide. Ça n'est absolument pas une révolution scientifique. Depuis qu'on comprend l'activité, qu'on connaît l'activité d'Europa, les différentes observations qu'on a faites vont dans ce sens. N'oubliez jamais que ce papier dépend d'un modèle. Ça n'est pas une observation catégorique et indiscutable du fait qu'il y a des couches liquides dans la subsurface. C'est un modèle qui n'est pas plus ni moins valable que les autres. Voilà. Très franchement, dans la communauté, nous qui travaillons sur les missions en cours, justement dont on a parlé, ça ne nous a fait ni chaud ni froid. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un beau travail, mais qui n'apporte rien de plus que ce qu'on suspecte déjà et qui ne prouve strictement rien. La seule et unique façon de le prouver, c'est d'embarquer le radar et on en reparle en 2030. Voilà.